la base. Voilà, vraiment la base. Faut faire confiance. C'est le grand enjeu en fait. C'est le nouveau niveau de confiance. Toutes les transformations digitales doivent commencer avec un nouveau niveau de confiance. Le niveau de confiance entre toi et ton client en tant qu'entreprise, mais ça commence aussi en interne entre les employés déjà. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de l'entreprise AirSAS, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toute taille et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Bonjour à tous, je suis super heureux de vous présenter aujourd'hui Mehdi qui est DSI, qui est basé à Shanghai, donc c'est top. Salut Mehdi. Salut Bertrand. Écoute, j'aimerais au taquet que tu nous présentes, que nous présentes un petit peu ce que tu fais à Shanghai, comment tu es arrivé là-bas et on va commencer comme ça. Ok. Alors comment je suis arrivé à Shanghai? Je suis arrivé à Shanghai il y a 10 ans. Putain, il y a 10 ans. Au départ, j'ai commencé avec un VIE. Donc, VIE, c'est le volontariat international en entreprise. J'ai commencé il y a 10 ans quand je venais d'avoir mon master en système d'information. J'avais les yeux pleins d'étoiles et j'avais décroché à l'époque un premier poste de responsable informatique pour le groupe Valeo, qui est le groupe automobile. Et c'était basé dans le sud de la Chine. C'était sur un site partagé avec trois usines, grosso modo, un shared service center, mais j'étais le seul IT au départ, donc c'était from scratch. Et donc j'avais 1000 users, donc trois usines, 1000 users, trois contrôleurs financiers à qui je reportais, un en direct et deux en partagé, mais je devais multiplier le budget par trois. Enfin voilà, j'avais trois budgets, trois ceci, je vais tout faire par trois. Et j'ai commencé comme ça là-bas. J'ai appris beaucoup dans cette boîte. Que ce soit pas seulement en réseau sécurité et procédure, mais aussi sur apprendre à communiquer, puis surtout comment traiter vite les problèmes, parce qu'en fait, même si j'étais sur un site avec trois sites industriels, il y avait quand même pas mal d'environnements qui étaient différents, l'environnement technologique était différent, les besoins étaient différents, la maturité des utilisateurs était différente aussi. Donc, j'ai commencé là-bas. Après cette mission-là, sur 2 ans, j'ai bougé à Shanghai, j'ai fait un passage pour une agence de marketing, pardon. Et après, j'ai bougé dans le retail. J'ai travaillé pour le groupe Etam pendant 5 ans et demi à peu près. Et en tant que directeur informatique, au départ Chine, ça s'est étendu sur l'Asie. Et puis après, je suis parti rejoindre le groupe Le Safre, qui est un groupe dans la nutrition santé. Donc le groupe Le Safre, c'est un groupe qui est basé à Lille à la base et qui est connu pour… on fait de la levure en fait. On fait de la levure, mais la levure, il y a beaucoup d'applications. Tu peux l'utiliser pour plein de choses. Tu peux l'utiliser pas seulement pour le pain, mais tu peux l'utiliser aussi c'est la fermentation. C'est tout ce qui est lié à la fermentation. Donc, tu l'as pour la bière, tu l'as pour les vins, tu l'as pour les applications pharmaceutiques, tu l'as pour la nourriture animalière, tu l'as pour les saveurs, tu l'as pour plein de choses. Donc, là, maintenant, à Shanghai, je travaille pour eux. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Et voilà. Ok, et du coup, quand tu travailles avec les métiers du groupe ou quand tu travailles avec les métiers du groupe dans tes précédentes expériences en Asie, tu étais avec donc différentes cultures, j'imagine, et tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu comprends les besoins métiers dans ce cadre-là? Alors, les challenges étaient pas mal différents en fonction des boîtes, parce que j'étais dans des boîtes plus ou moins grosses. Par exemple, Valeo, c'était une très grosse machine où il y avait des tonnes de procédures, tout était très bien centralisé, les directions étaient données par l'informatique. Donc, il fallait un peu répéter le mot, et puis il y avait aussi un cadre tellement strict que tu sais que tu ne déroges pas à la règle. Il n'y avait pas de choses à réinventer, puis j'étais très junior quand même à l'époque. Donc, on n'allait pas me demander de faire une implémentation de RP à l'époque. Je n'étais pas encore assez mûr. Je ne savais pas non plus comment le faire. Euh, et le challenge aussi, c'est comment informer tout le monde pour que tous les utilisateurs comprennent ce qui se passe. Euh, de manière générale, les métiers, même quand tu leur fais des applications, très vite, les gens ne comprennent pas forcément entre ça marche pas et entre c'est un bug et non, en fait, c'est une fonctionnalité que tu n'as pas compris et c'est parce que ça marche comme ça, je te réexplique et parce que tu n'as pas respecté le process. Donc,
je te rappelle comment en fait on fait telle action et qu'est-ce que tu as manqué. Donc il y avait un travail travail d'évangélisation, de formation, et c'est toujours comme ça avec les utilisateurs au début quand ils arrivent dans un nouvel environnement technologique, c'est-à-dire que forcément il y a une incompréhension de l'utilisateur final entre le problème qu'il rencontre et son interprétation. Donc, quand tu gères un système de ticketing et que quelqu'un te dit j'ai des bugs, que les utilisateurs te disent, ou que tu sais, à la machine à café, qui te disent est-ce qu'il ne marche pas. Non, c'est pas forcément qu'il ne marche pas. C'est peut-être qu'il n'a pas été utilisé de la bonne façon et il faut former, il faut rappeler et avec le temps, après, ça rentre et puis après, ça marche bien. Donc, moi, en Chine, j'ai des collègues chinois, mais j'ai aussi des collègues français parce que je travaille dans une boîte française. Donc, c'est pas forcément évident de connecter toutes les dots ensemble, en fait. En général, tu t'expliques deux fois. Tu expliques de l'autre. Même si tout le monde utilise l'anglais, c'est toujours mieux avec des graphes, avec des diagrammes UML et des flèches et de rappeler aux gens, voilà, step 1, step 2, step 3. C'est des problèmes de communication la plupart du temps. C'est surtout ça. C'est pas la technologie, c'est les gens, c'est la communication et c'est les process. C'est entre eux. Et c'est le gros challenge. C'est le gros challenge de toutes les boîtes et de toutes les transformations digitales en cours et à venir, j'ai envie de dire. Et est-ce que tu penses du coup que comme tu es dans un environnement multiculturel, tu vois, ça se voit fortement que les enjeux sont de communication puisque tu y es confronté tous les jours, même dans la vie de tous les jours quand tu vis là-bas, et que donc du coup il y a une compréhension de l'importance de la communication entre l'IT et les métiers qui est un peu de fait de ce multiculturalisme, alors que des fois quand on est qu'en France, la communication c'est même pas dans la top des priorités et on voit pas que c'est ça un des problèmes. Alors, on peut pas se rendre compte. Après, il y a aussi des petites différences culturelles. Par exemple, les utilisateurs chinois, par exemple, que j'ai sur certains systèmes, ils aiment bien bypasser des procédures. Donc, parce qu'ils essaient d'aller vite, en fait. Ils essaient de faire quelque chose de pratique. Et tu te retrouves, en fait, avec parfois, tu peux te retrouver avec une consistance de données ou tu peux te retrouver avec des process non complétés, en fait. Donc, ça, c'est un petit challenge. Donc, tu peux essayer d'imaginer tous les use cases, mais à la fin, il faut essayer de miser sur les comportements, surtout. Donc, c'est la base, vraiment la base. Il faut faire confiance. Et c'est le grand enjeu, en fait. C'est le nouveau niveau de confiance. Toutes les transformations digitales doivent commencer avec un nouveau niveau de confiance. Le niveau de confiance entre ton client et entre toi et ton client en tant qu'entreprise, mais ça commence aussi en interne entre les employés déjà. Et c'est pas facile parce que quand il y a de la frustration, quand il y a un legacy, que ce ne soit pas qu'un legacy de système, un legacy d'histoire, de comportement. Tu peux avoir des gens qui se tirent dans les pattes. En plus, tout le monde ne vient pas au travail avec l'envie de faire mieux ou de remettre à plat le statu quo, quoi. Il y en a qui veulent juste faire le travail, rentrer chez eux, voir leur femme. Il y en a qui n'ont pas besoin de travailler, mais ils viennent parce qu'ils ont des potes et ils ont une vie sociale, quoi. Tout le monde tout le monde est au même niveau, quoi, entre celui qui vient d'avoir moi, par exemple, dans mon équipe, j'ai un chef de projet qui vient d'avoir un bébé. Je me rends compte que certaines de ses priorités vont un peu shifter aussi, quoi. C'est pas, ils vont pas forcément que se défoncer au travail, tu vois. Il y en a certains, ils n'ont pas forcément cette volonté-là. Et je le comprends. Mais après, il faut essayer de réussir à trouver le bon équilibre pour que le travail soit fait, que ce qu'on délivre, ça soit bon, quoi. Et c'est pas facile tous les jours. Ok, donc des enjeux de communication, des enjeux aussi de comportement liés à des cultures différentes, bien sûr. Oui, il a fallu, j'imagine, un petit peu les appréhender. Et qu'est-ce que tu as mis en place concrètement comme action de communication envers les métiers de répétitives, mensuelles, trimestrielles ou autres, ou même des routines qui ont fait la différence? Alors, il y a deux, trois choses. Au départ, c'est vrai que j'étais tellement, même dans le passé, parce que maintenant c'est facile d'en parler, j'ai un peu plus de recul, mais avant, tu sais, tu penses que tu peux tout résoudre avec des meetings minutes et à coup de PPT. Tu peux pas forcément faire tout le temps comme ça. Tu as plusieurs niveaux. On va dire, tu as les chit-chats à la coffee machine, à la machine à café. Désolé pour les anglicismes, c'est pas. On t'en veut pas, c'était vraiment étranger, donc là, c'est une mauvaise habitude. T'as le chit-chat à la machine à café, où là, tu peux débrouiller des petites situations.
qui sont pas mal. Quand je suis en mode chef de projet, tu as les moments où tu es avec les utilisateurs en direct et que tu peux directement montrer qu'est-ce qui a été loupé comme scène, qu'est-ce qui aurait dû se passer ou comment ça aurait dû se passer. Ça, c'est bien, mais opérationnellement. Et puis après, tu as le niveau de communication un petit peu plus supérieur avec tout ce qui est les chefs de département. Alors, tu peux faire des face-à-face où là, c'est un peu plus inclusif. Et puis, en plus, quand on se fait confiance entre chefs de département et qu'on sait que parfois les équipes ont du mal à communiquer entre elles, on voit un peu les points de friction et puis on se dit, voilà, ça, OK, t'inquiète pas, je m'en occupe. Je déverrouille la situation parce qu'il y a une vision un peu plus commune sur où est-ce que la boîte doit aller, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi c'est important, parce qu'on comprend les attentes aussi qu'on a de notre siège, des objectifs annuels de la boîte, ce genre de choses. Et après, il y a quand même des tout ce qui est dans les comités de pilotage, pardon, les copiles que tu dois faire pour informer tout le monde, même si les gens ne lisent pas tout le temps tous tes emails, qui n'est pas forcément facile. Et il y avait un truc, c'est ce que je te disais avant, quand on était juste entre nous avant le podcast. Là, en ce moment, par exemple, j'essaie de faire des newsletters par trimestre. Et ces newsletters-là, enfin, c'est des slides, hein, mais dedans, non seulement j'essaie de revenir sur les points importants de tous les projets, mais c'est pas juste une histoire de fichier Excel avec la matrice, etc. Mais j'en profite pour expliquer les informations qu'on ne voit pas, en fait, les problèmes qu'on ne voit pas, les problèmes sous-jacents, c'est-à-dire pas les problèmes technologiques, mais plutôt les problèmes qu'on a entre les alignements des objectifs de chacun et d'essayer de responsabiliser, sensibiliser les chefs de département pour qu'ils se disent « Ah ok, c'est vrai qu'il y a ce truc-là et ce sujet-là, en fait, il va y avoir des conséquences long terme, va falloir qu'on forme nos gens, va falloir qu'on fasse gaffe à ce qu'il y a des pratiques qui ne se répètent pas parce que on n'apprend pas forcément tout le temps de nos erreurs, même si on pense qu'on le fait, parfois c'est pas forcément le cas. Et c'est surtout qu'est-ce qu'on attend de la part des employés et qu'est-ce qui se passe pas en fait. Quel est le gap entre ce qu'on attend et ce qui se passe pas et comment on essaie de trouver des ponts pour essayer de raccrocher les wagons. Parce que tout va en technologie, c'est vrai que tout va très vite, mais le problème, encore une fois, c'est pas la technologie, c'est la communication. Donc et en même temps, quand je fais ces newsletters trimestriels, j'essaie de mettre des slides. J'espère qu'ils existent. Après, c'est la pédagogie, il faudra répéter. Mais j'essaie de mettre aussi des informations sur… tu vois, par exemple, les employés, c'est bien qu'ils savent comment utiliser les outils, puisqu'on les fait pour eux, à la base, mais pour les métiers. Mais ce qui est important, c'est que les chefs de département, que la direction financière, la direction RH, si tu veux, tous les managers qui ont de l'expérience, qui sont un petit peu de l'ancienne génération, parce qu'ils sont un peu plus vieux que moi je suis un petit peu jeune, tu vois, en plus, c'est pas évident d'essayer de te faire prendre au sérieux, quoi. Ce que j'essaie de faire, c'est de les instruire sur pas comment la technologie fonctionne, mais plutôt quand et comment ils vont en avoir besoin pour atteindre leur objectif business. Et donc, c'est facile, mais c'est important parce que ça fait partie du truc, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas… tu sais, je suis fan d'une série qui s'appelle Kaamelott. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, mais il y a ce moment qui est super intéressant. Et j'ai déjà répété. Et le pire, c'est que ça résonne en plus entre IT, parce qu'on l'a tous vu. Il y a ce moment où tu as un épisode où le roi parle avec Lancelot du Lac. Il s'embrouille. Et puis, tu as le roi Arthur qui dit… non, mais trouver le Graal, c'est la lumière divine, c'est pour tout le monde. Si c'est pour qu'il n'y a que les chevaliers qui comprennent ce que c'est, ça ne sert à rien, tu vois. Donc, il faut faire monter tout le monde en niveau, en fait. Mais tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Ma directrice financière, elle n'a pas besoin de savoir apprendre à coder ou comment faire des requêtes SQL. Par contre, elle a besoin de savoir de quoi on va avoir besoin en termes de briques technologiques pour savoir comment adresser des problèmes structurels dans la boîte ou pouvoir avancer sur des objectifs. Ok. Et alors, parce que tu as dit beaucoup de choses. Je te pose une question, tu m'as répondu comme ça. Donc Désolé. là, il faut que je me rappelle tout ce que tu as dit. Non, en gros, tu dis donc il y a des rituels, tout ne se résout pas avec des meetings. Il y a surtout aussi le fait que tu parles beaucoup, par exemple, de PowerPoint, de fait de mettre en place
une communication où tu frises, enfin, tu frises une réalité et où du coup, c'est un élément de discussion parce qu'il n'y a pas tout là-dessus. OK. Moi, ce que je me pose comme question par rapport à ça, c'est combien de PPT ils reçoivent les mecs, combien d'Excel ils reçoivent dans tous les secteurs, etc. Et donc, du coup, On doit tous en recevoir trop. voilà. Et donc, du coup, ton format de communication, c'est pas qu'il est pas adapté, mais dans tous les cas, il est lourd. Et il est toujours dans une phase de je te donne de l'information, tu peux rien faire là-dessus, il faut qu'on en parle. Et donc, du coup, ma question, c'est liée au portfolio de projet. Hein, c'est comment, en fait, tu fais en sorte qu'il appartienne à l'ensemble de l'entreprise, hein, des managers, et pas à la DSI. Parce qu'en fait, si c'est toi le owner du portfolio, tu as déjà perdu, quoi. Parce qu'en fait, du coup, c'est ton problème. Alors, ouais, c'est vrai. Mais alors, pour être très honnête, ça dépend de chacun des projets. Il y a des fonctions qui sont plus évangélisées, plus avancées que d'autres. Ouais. Et il y a aussi des managers seniors qui sont plus évangélisés que d'autres aussi. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont peur de la technologie, tout simplement. Donc, on se retrouve avec des départements qui font beaucoup de choses manuelles. Okay. Et qui ne comprennent pas, ils ont l'impression que leur charge de travail augmente. Mais en fait, leur manière de travailler n'a pas évolué aussi, ou pas beaucoup, ou pas assez. Donc, il y en a qui ont peur de la technologie, il y en a qui ne la comprennent pas forcément. Il y en a aussi qui, quand ils savent que tout est possible, ils demandent des choses, mais ils n'acceptent pas les conséquences qui vont avec. C'est-à-dire que quand tu décides de valider un process et que ça va être codé, qu'il va y avoir des règles de contrôle, et ben, il ne faut pas déroger la règle. Tandis que dans leur quotidien, de temps en temps, ça se permettait de faire des petits bypass. Et c'est des choses qu'on ne peut pas faire. C'est des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'après, tu vas plus pouvoir, ton système d'information ne va plus pouvoir enregistrer en fait l'état actuel du business. Et donc, tu vas te retrouver avec des gaps. Et donc, ça peut impacter ton reporting. Et donc, ça, c'est le truc le plus dur, c'est de rappeler les conséquences. Donc, un exemple, là, alors, sans en dire trop sur les sujets dans ma boîte, mais grosso modo, moi, en ce moment, j'ai un sujet de reporting qui arrive en masse. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai des utilisateurs qui n'avaient pas ces capacités de reporting parce qu'on leur a mis de la data à disposition. Et maintenant qu'on leur a mis cette data, ils font plein de choses avec, c'est génial. Mais c'est compliqué de mettre en place tous les rapports et qu'ils ont besoin de la DSI pour le faire. Ouais, et à ça, il y a les demandes qui explosent, alors qu'en fait, à la base, ils sont censés les développer un peu par eux-mêmes parce qu'on s'assure de mettre la data à disposition, on s'assure que la donnée est disponible, que la donnée est confidentielle, enfin, que les bonnes personnes accèdent à la bonne information. On s'assure que les données sont authentiques, sont intègres, tu vois, et qu'elles sont réelles. Mais ça va se baser sur si les gens ont bien inputté les bonnes choses au bon moment. Si tout d'un coup, le département A a décidé de ne pas faire ce qui était décidé avant, et ben, le département B va se retrouver en fait avec des informations qui ne sont pas claires. Et puis tout d'un coup, ils vont nous contacter et nous dire il y a des bugs. Non, il n'y a pas des bugs. C'est soit on n'a pas fait le travail, quelqu'un a manqué à la règle. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut informer et puis il faut corriger. Et c'est le challenge, quoi. Et qu'au milieu de tout ça, tu as la frustration, tu as l'incompréhension, tu as des échanges de mails, et puis les gens ne prennent pas le temps, en fait. Ils sont tellement dans le quotidien, en train de gérer les problèmes, qu'ils ne prennent pas ce step back, ce petit recul, et se dire qu'est-ce qui s'est passé? Analysons. Ah, j'ai compris. Donc, ça prend du temps. On fait de la documentation qui n'est pas forcément lue. On est en train de faire des FAQ. On est en train de faire, enfin, on fait plein de petites choses comme ça. Et on répète. On répète parce que c'est beaucoup de pédagogie à la fin, quoi. Mais dans ça, tu pointes des enjeux, on va dire, opérationnels et des raisons pour lesquelles des projets ont des difficultés à sortir ou des tensions. Mais qu'est-ce que tu vois qui peut complètement changer le paradigme de les métiers ne sont pas assez engagés ou ne sont pas engagés en continu? Parce que moi, par exemple, je suis un DSI qui m'a dit que 90%, il avait fait une étude, que 90% de des dépassements de son budget annuel étaient liés à des projets où le cadrage a été mal fait. Donc, en gros, son budget explosait parce qu'il s'aperçoit, enfin, quand il avait vraiment fait cette étude, tout le monde ne la fait pas, de regarder tout là où il y avait les problèmes et regarder les raisons de tous ces problèmes-là. Et en fait, c'était lié à des mauvais cadrages. Donc, en gros, pour lui, ça met sa façon la plus
importantes et significatives de faire en sorte que son budget soit respecté, c'était d'améliorer son cadrage. Donc, relier la question de cadrage avec les métiers. Donc, Bien sûr. toi, comment toi, comment tu perçois ou qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce que tu penses qui est indispensable pour qu'il y ait un engagement vraiment qui s'accélère des métiers en continu sur les problèmes Alors, ça, c'est une grosse question. Ça dépend et c'est par cycle. Parce qu'en fait, déjà, on en parle un petit peu, la maturité de chacune des organisations n'est pas la même. Mhm. Ça dépend aussi des industries, hein. Donc, il y a un problème de maturité. Il y a un problème de compréhension de manière générale au day-to-day. Et il y a, par exemple, la première année où j'ai rejoint l'organisation où je suis, on devait déployer des ERP. Ce qu'on a fait, quand les premières années se sont passées, qu'on a déployé des systèmes, qu'on les a intégrés, le travail des gens a commencé à changer et leur demande et leur approche par rapport aux outils ont changé aussi. C'est-à-dire qu'on est passé de gens qui ne veulent pas, ne comprennent pas, à des gens qui ont compris et qui maintenant ont des nouvelles demandes. Et après, quand ils voient que c'est possible et qu'en fait on peut tout faire avec la technologie techniquement, ça part dans tous les sens, il y a des demandes dans tous les sens. Pour revenir aux problématiques de budget dont tu me disais, moi parfois c'est vrai que j'ai des demandes aujourd'hui sur des projets qui en fait ne sont pas compatibles avec les spécifications qu'on a définies il y a 3 ans. Le sujet du reporting, par exemple, les données qu'on met à disposition, avant, ces données n'étaient pas là. Donc ces reportings n'existaient pas. Et du jour au lendemain, on a des métiers qui nous disent ah non, mais moi, cette donnée-là, j'en ai besoin, mais real time. Alors, je ne comprends pas comment cette personne peut avoir des besoins real time pour un travail qu'elle fait déjà depuis 3 ans sans avoir eu du real time avant sur ces données-là. C'est des choses qu'on réfléchit journalièrement. Et alors, avant, tu ne les avais pas. Maintenant, on te les a mises et maintenant, tu demandes plus. Donc, il y a quelque chose qui… je vais donner un détail, je vais donner un exemple. Voilà, l'utilisatrice qui m'a dit « Ouais, non, il nous faut du real-time. » Tu veux du real-time et tu vas faire quoi avec du real-time? Je vais extraire ces informations-là, les mettre dans un fichier Excel et je vais les envoyer un email à un instant T. Alors, tu peux expliquer c'est quoi le besoin d'avoir du real-time, tu vois. Donc, ça veut dire que le problème, il n'a pas été bien expliqué. Donc, ce n'est pas une histoire de real-time, c'est autre chose. Donc, explique-moi mieux ton problème. Et c'est ça, en fait, le plus gros challenge, c'est comment les utilisateurs, comment les métiers peuvent expliquer leurs problèmes business de manière à ce que ça soit compréhensible, hein, et correct. Et correct par rapport au contexte. Voilà. En fait, c'est surtout le manque de contexte. Et est-ce que tu ne penses pas que c'est une vraie question? Tu sais, souvent, on leur demande de faire la demande à l'écrit. L'écrit, tu vois, ça codifie bien sûr les choses, mais des fois, c'est long en fait de tout expliquer à l'écrit. Du coup, on a tendance un peu à bâcler aussi bien sûr. pour remonter. Est-ce que tu penses que si on faisait, tu disais à tes métiers, écoutez, moi, il me faut une vidéo de 5 minutes qui m'explique le problème pour que je traite je traite le point et qu'on a un travail. Non, mais est-ce que tu penses que ça changerait quelque chose? Ça peut, mais pas pour tout. Et puis, il y a parfois plus, il y a des demandes. Il y a des demandes qui sont légitimes hein, de la part des métiers, qui en fait, par contre, ce sont des process qui sont interconnectés. C'est-à-dire que moi, je voudrais que ça fonctionne plutôt comme ça, mais ce qu'il y a, c'est que si on fait ce changement-là, ça change la logique du process d'après, qui est lié au département d'après. Ça change la façon de travailler du département qui travaille sur le process d'avant. C'est un orchestre. Et donc, les gens doivent prendre en considération les besoins de chacun et les contraintes de chacun. Et parfois, les métiers ne s'écoutent pas aussi entre eux. Donc, il faut les mettre autour de la table. Il faut leur dire, alors, toi, tu as besoin de ça, toi, tu as besoin de ça, toi, tu as besoin de ça. Okay, comment on fait? Quel est le middle ground? Quel est le compromis qu'on peut mettre en place pour que tout le monde s'y retrouve? Et c'est pas nécessairement facile parce que quelqu'un qui travaille en logistique ne va pas se poser de la question de comment ils font en production ou comment ils font en finance. Et donc, c'est pas facile. Et en plus de ça, quand tu rajoutes des partenaires externes avec qui tu collabores, ça rajoute une couche de complexité. Mais ça, tu vois, par exemple, tu parles des enjeux donc, de collaboration entre métiers sur des besoins où ils ont des enjeux communs.
Mais avant, on Ouais. parlait du manque d'explication du cadrage ou d'un mauvais cadrage. Et donc, du Ouais, coup, manque d'explication du cadrage. Alors, tu vois, par exemple, l'histoire du real time, moi, ça m'a fait assez rigoler parce que il y avait ce problème métier-là. De l'autre côté, j'ai eu un sponsor qui a dit, bah ouais, il faut y aller. Je fais, non, non, non. Avant d'y aller, on va se rappeler quand même qu'il y a 3 ans, on a fait des choix d'infrastructure. On a décidé de mettre X somme d'argent pour ça et que au départ, on a quand même présenté toutes les options, choix 1, 2, 3, 4, 5, et on a montré tous les coûts associés. Et on ne va pas passer sur une solution qui était peu onéreuse, flexible, à je veux quelque chose de complètement temps réel qui coûte une blinde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on détruit tout ce qu'on a fait et on recommence à zéro? Et ce qu'il y a, c'est que les gens ne se rendent pas compte de ça. Et en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la prise de décision qui a des conséquences. Alors, nous, moi, je suis encore là, mais sur une DSI qui, on va dire, qui bouge tout le temps, quand, quand on se retrouve, disons que j'arrive dans une boîte, mettons, et qu'on on me demande, ouais, je veux du real time et je veux que ça soit comme ça. Mais qu'en fait, je me rends compte qu'il y a 3 ans, ils ont déjà fait des choix technologiques et que ces mêmes sponsors sont peut-être même plus là, imagine. Si sponsor il reste, alors là, ça, j'ai envie de te dire, c'est pire. C'est-à-dire que si la même personne te demande complètement l'opposé d'il y a 3 ans, on va dire, mais non, c'est pas possible. Et c'est là, en fait, où justement, il y a aussi il y a aussi un rôle d'accompagnement des managers expérimentés sur attention, tu es en train de faire ce choix-là. Voilà ce qui va se passer. Et voilà pas seulement ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, quand le projet sera fini. Voilà ce qui va se passer dans 3 ans. Et donc, et une fois qu'on est dedans, on est dedans. Et donc, alors après, c'est pas dit. La boîte est en croissance. Mettons qu'il y a plus de budget, mettons qu'il y a plus de ce que tu veux, ou que le modèle change. ouais, le modèle, mais encore le modèle, c'est encore autre chose, parce que du coup, là, tu as vraiment un switch qui… Ouais, non, mais tu peux justifier les choses comme il y a mille et une façons, tu vois, de voir le truc, quoi. Mais le point clé, c'est ça, quoi. Et donc, voilà, faut faire avancer les métiers et il faut faire avancer tout le monde. Tout le monde, le top management aussi. Parce qu'en fait, il se passe deux choses. Tu changes des process avec la technologie, donc ça veut dire que tu vas avoir un déplacement de création de valeur en interne. Mhm. Le déplacement de création de valeur va te permettre d'accompagner des changements structurels dans la Mhm. boîte. Une nouvelle organisation, un nouveau département. Peut-être ce département ne va plus avoir cette partie du scope et on va la mettre sur un autre département. Ça peut arriver. Il va y avoir des shifts de responsabilité. Et donc, tu peux accompagner tout ça, mais les changements structurels prennent du temps et c'est seulement quand tu réussis à démontrer la création de valeur avec la technologie. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, pas pour la mettre en place, ça prend beaucoup de temps pour que les équipes s'en rendent compte. Et c'est ça c'est ça qui est marrant, c'est quand tu leur mets un outil au début, qui sont là, qui se disent, ah bah non, encore un outil, encore une charge de travail, encore ceci, encore cela. Et puis, 3 ans plus tard, ah bah, on va faire une release, on va mettre des nouvelles fonctions, ou on doit peut-être faire, je sais pas moi, des mises à jour de sécurité, par exemple, parce qu'il y a il y a un bug ou je sais pas, et où il y a un trou de sécurité, faut qu'on comble ça. Et puis là, les équipes te disent, non, 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 vous pouvez pas éteindre le système, même une journée, parce que nous, si on l'a pas, on peut plus fonctionner. Mais un système, c'est vivant. Si vous demandez des nouvelles fonctionnalités et qu'après, vous ne laissez pas les passer en production, bah, vous ne pouvez pas nous dire aussi bah, pourquoi on n'a pas ces fonctionnalités. Il y a un moment donné, il va falloir… et pareil, à chaque fois qu'on développe des choses, il faut les tester d'abord. Tu ne peux pas savoir le nombre de fois dans des projets, dans mon portfolio de projets, où j'ai des demandes de fonctionnalités, on me dit ah, c'est important, c'est important, c'est important. Et puis, dès qu'elles sont en test, bah, les utilisateurs ils ne se pressent pas pour les tester. Donc, et en attendant, on me demande encore des nouvelles fonctionnalités. Et puis moi, je ne peux pas déployer en production tant que je n'ai pas commencé à release le premier batch, quoi. Donc c'est très simple. Je leur dis, bah, écoutez, cette fonction-là, vous ne l'aurez pas tant que vous ne m'aurez pas validé ce qui s'est passé là. Donc voilà, donc j'explique qu'est-ce que c'est qu'un environnement de production, qu'est-ce que c'est qu'un environnement de test, comment ça fonctionne, quelles sont les règles et on ne peut pas déroger à la règle. Parce que plus on fait de changements, il y a deux impacts. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y a deux gros impacts. Quand tu fais plein de changements comme ça, déjà, tu altères quand tu mets des différentes logiques ici et là dans un système d'information qui est très bien intégré. Alors déjà, c'est pas facile d'en avoir un bien intégré, mais quand on a un, quand tu fais plein de changements, tu vas avoir une altération de la donnée. C'est-à-dire que la donnée, la manière dont elle est compilée, la manière dont elle peut être interprétée après dans des reportings, peut changer.
Donc, s'amuser à faire des changements tout le temps, ça veut dire que toutes les données historiques ne vont pas pouvoir être utilisées, valorisées comme il faut. Et ensuite, le fait d'accélérer, de réduire les cycles, tu as un risque sur la qualité des livrables. Parce que plus tu fais des choses rapidement et puis moins les gens veulent les tester, plus tu te mets à risque. Et à la fin, c'est la qualité de tes livrables qui prend un coup, ce qui fait que c'est l'expérience utilisateur qui prend un coup. Et c'est la chose à éviter pour l'informatique. Parce que si l'expérience utilisateur est dégradée, ça va, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu menaces l'adoption, le changement que tu cherches à faire, parce qu'à la fin, c'est du change management, tout ça. Il est en danger. C'est-à-dire que tu vas pas réussir à faire le changement que ton organisation souhaite faire, sur laquelle ils t'ont fait confiance et ce que tu essaies de mettre en place. Et à la fin, on peut être tenu responsable en plus pour l'informatique, donc c'est vraiment pas cool, quoi. Ce qui est vraiment difficile, parce que moi, je trouve ça super marrant, FNC, qu'on parle de transformation digitale et qu'on dit que le DSI, le CIO, il est au cœur de tout ça et qu'il est censé accompagner. Quand il y a encore quelques années, ou même encore maintenant, je veux dire, combien de DSI sont au bord des compagnies? Pas tous. Il y en a qui viennent parfois, ponctuellement, mais pas tous. Les gens, en fait, en plus, c'est un peu ingrat l'informatique, parce que les gens, de manière générale, ils vont contacter l'informatique quand ça marche pas. Et le premier truc qu'on réfléchit quand on pense à l'informatique, c'est moi, j'appelle l'informatique quand j'ai pas Internet. Mhm. Tu vois. Mais, donc, alors qu'on n'est pas là que pour ça, quoi. Non, bien sûr. Dans les cours durs, il y en a de plus en plus, mais même s'ils sont dans les cours durs, après, tu vois, si je prends l'autre côté, c'est que le DSI doit avoir le leadership nécessaire pour aussi porter les sujets et le changement organisationnel qui est nécessaire pour l'entreprise par rapport à ses objectifs et par rapport à l'IT. Moi, j'ai des DSI au téléphone où les objectifs de l'entreprise sont pas clairs, donc du coup, la stratégie IT est pas claire. Et aussi, ils arrivent dans une entreprise où il y a eu… En fait, c'est rigolo quand on sous-segmente les entreprises par la typologie du DSI. Quand tu as un DSI qui a été dans la boîte pendant 12 ans et que tu as un nouveau DSI, c'est hardcore. Ouais, parce qu'il y a un audit de fonctionnement et aussi de legacy qui est tellement énorme que s'il n'y a pas le numéro 1, le DG, qui est à fond avec le nouveau DSI pour changer l'organisation, c'est très, très, très compliqué. Alors, mais je suis 100% d'accord. Le DG, il est clé. Le DG, ce que je te disais une fois, mais après, je ne suis pas là pour critiquer chacune des organisations, mais quelque part, le DG, il est censé être il est celui qui initie et surtout, c'est le méga sponsor de tout. Tous ne prennent pas forcément toutes leurs responsabilités. Et en plus de ça, il faut vraiment bien faire redescendre l'information. Et l'information, elle n'est pas tout le temps redescendue. Alors, c'est marrant parce que dans ton histoire, le nouveau DSI, il va arriver et puis il va être reçu en grande pompe. Et puis, tout d'un coup, frustration, quoi. Frustration pour lui. Qu'est-ce que je fous là? Et ensuite, pour toute l'organisation, qui se disent que c'est pas l'arrivée d'un mec. C'est pas un mec qui va faire 99% de l'effort et qui va tout transformer. Ça marche pas comme ça. C'est tout le monde doit mettre 1%. Comment un employé, à chaque fois qu'il va mettre une information, peu importe l'application, comment ça va servir tout le monde? Le collaboratif, c'est ça. C'est comment l'effort de chacun va servir tout le monde. Je fais un effort, ça va pas seulement me servir moi, mais ça va servir tous les métiers. Parce que quand on va accéder à la fiche d'un client, peu importe le système, que ce soit un CRM ou ce que tu veux. Oui, mais toi, par exemple, est-ce que tu montres l'exemple? Est-ce que tu as mis en place des outils collaboratifs factuellement pour travailler avec les métiers sur la remontée des enjeux, la qualification, etc. Tu vois, c'est aussi ça, tu vois. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. J'ai plutôt envie de dire, j'ai eu la chance de le faire. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a eu des intégrations. On a eu des intégrations entre nos CRM et nos systèmes ERP. Et la première fois un problème que je rencontre souvent, c'est mais en fait, nos informations clients dans le système A, elles sont pas correctes par rapport au système B. Je fais, mais alors, c'est qui input dans le système A? C'est les sales. C'est qui input dans le système B? C'est le customer service. Et les deux ne discutent pas. Et les systèmes ne discutent pas. Leurs process ne sont pas alignés. Mais comment ça se fait? Le directeur des ventes, il ne discute pas avec le directeur du service client. Et parfois, tu te rends compte que non, dans certaines organisations. Et après, comme l'un ne comprend pas l'autre, ils s'embrouillent. Okay.
et c'est même pas voulu, hein, mais ça arrive. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent plein d'outils et ils se rendent pas compte de ce qui leur arrive. Et comme ils n'arrivent pas à comprendre la route cause du problème, ils s'entendent pas. Ou ils ne peuvent. Enfin voilà, c'est un work in progress, mais c'est pas forcément facile. Ok, très très cool de t'avoir. C'était super intéressant. Et puis c'est cool d'avoir aussi un témoignage multiculturel. C'est top. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Et puis à bientôt. Ouais, cool. Bah, écoutez, j'espère que vous avez vraiment aimé l'histoire de Mehdi. C'est super intéressant pour nous d'avoir des CIO qui sont à l'étranger comme ça. Je vais essayer d'en chercher encore plus. Écoutez, pour nous m'aider, n'hésitez pas à partager ce podcast sur LinkedIn, ça nous aide énormément. Donc faites-le, c'est vraiment important pour nous. Et écoutez, à une prochaine. Ciao.